Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le King qui est très élégant une fois de plus. Bonjour Fernand, où est-ce que tu te trouves là? Mais non, je suis nulle part. Je suis nulle part. C'est pas parce que j'ai un Panama que je suis en vacances, hein. Non, 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 je suis chez moi. Simplement chez moi dans une autre pièce et puis c'est tout. Oh waouh. Toi, tu vas bien alors? Ben oui, moi ça va tranquillement, tranquillement. En plus la pression commence à monter la semaine prochaine. Arrêt 5 titres inaugural Bantamweight avec Taylor Lapillus qui revient. N'hésitez pas, il reste quelques places et ça devrait être la folie. Comme à chaque RS Fighting Championship finalement. Et en parlant des actualités un peu qui te concernent, il y a Alan Bodo contre Josh Parisian qui vient d'être annoncé. Un vétéran d'Ares Fighting Championship contre Alan. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce combat-là? Si t'as le droit d'en parler, parce que... Oui, c'est bon, le combat est validé. Les contrats sont signés. Ils vont s'affronter le 25 juin. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est combat très équilibré. C'est fou parce que Alan, à l'époque, devait combattre en 93 kilos sur Arès, en Afrique du Sud. Et Josh Parazian devait combattre sur la même carte. Ensuite, Josh Parazian repart sur le contender, et ensuite il signe à l'UFC, et puis il va faire un certain nombre de victoires et de défaites à l'UFC. Et là, il va affronter Alan. Ils ont d'ailleurs un point commun, c'est un adversaire, c'est Porter. Ils ont perdu tous les deux à la décision contre Josh Parisian. Mes pensées vont à Alan qui, du coup, déjà sur le dernier combat, je lui avais déjà dit, je pensais que c'était son ultime chance, ou en tout cas une épée de Damoclès sur sa tête, parce que ça coupe vite à l'UFC. Et puis, donc du coup, je suis content, j'ai une pensée pour lui, je suis content pour lui qu'il a encore il a fait une performance correct la dernière fois, une performance décente où il a lutté contre ses démons, il s'est battu, il est resté toujours dans l'agressivité jusqu'au bout, il a voulu gagner jusqu'au bout et c'est bien. Et là où les gens voient de l'arrogance quand il se met à charrier son adversaire, moi je vois ça euh, une évolution sur l'état d'esprit, une évolution sur l'état de stress, une évolution sur l'état d'appréhension du combat, la confiance de soi-même. C'est une manière de travailler les choses et c'est une bonne chose pour lui. Euh, je suis content pour ça. Je salue les équipes du Management Factory on a fait un beau travail, on va dire ça, de pouvoir convaincre Mick de laisser de laisser Alan a continué à faire son travail, de tenter encore d'aller chercher une victoire à l'UFC et c'est une bonne chose. Donc, le camp d'entraînement a démarré et il y a une très belle animation. Il y a peut-être, on aura une vidéo sur les réseaux sociaux de Alan qui était en guerre mondiale avec à la fin de l'entraînement, les deux étaient morts et tout, et ils ont démarré sur un thème sur lequel Alan était en dessous et Alan devait sortir de la montée de Boulogne, sauf que Boulogne, en ce moment, il doit être autour de 140 kilos. Donc, c'est un vrai bateau sur toi. Et c'était chaud et il y avait une grosse animation. Je pense qu'il y avait des community managers dans le coin, ils vont peut-être mettre ça en ligne, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, voilà, je suis impatient pour ce match-là, un match très équilibré. C'est toujours un autre Français sur la FAT4, sur le recette de la reste, et c'est une bonne chose pour la préparation de l'arrivée de l'UFC un jour Et... ici. Oh, d'accord, le teasing est là, mais comment toi tu vas préparer ça? Parce que l'aspect mental, je pense, c'est déterminant, parce que là, c'est plus, on va dire, du côté d'Alan, défaite interdite. Et ça, est-ce que c'est quelque chose, vous n'en parlez pas? Comment est-ce que vous vous préparez pour quelque chose comme ça? Non, surtout, on n'utilise pas ce mot-là. Défaite interdite, c'est pas le bon truc. Dès que tu amènes ce genre de point d'ancrage négatif où tu dis, OK, tu joues ta vie, bah, du coup, la personne a une pression supplémentaire qui va venir enrayer la machine. On a plutôt besoin d'apporter les mots du genre, donne le meilleur de toi-même. Si tu donnes le meilleur de toi-même, même si tu perds le combat, tu seras fier de toi et tu n'auras pas de regrets. C'est tout. Amuse-toi, prends du plaisir, donne le meilleur de toi-même. Mais parce que le subconscient est assez intelligent pour capter
pratique mon boulot, je peux perdre mon job, quoi. Enfin, je suis sur mon dernier combat, j'ai eu un contrat de 4 combats, je suis sur mon dernier combat. Si je n'ai pas une victoire, ça pourrait mal se passer. Tu le sais déjà ça. Mais ce que tu dois utiliser, ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher plutôt de la positivité pour que tu puisses rester en état de flow. L'état de flow marche rarement avec l'état d'extrême enjeu. Si l'enjeu est très extrême, alors tu as du mal à être en état de flow. C'est l'état. Quand tu es très, très en danger, tu es dans un tunnel où tu es en mode automatique et tu joues ta vie, ta vie, quoi. Alors que l'état de flow, c'est un moment où il y a ce côté très concentré, mais un côté très jovial où tu es bien, où tu es en état d'osmose totale et tout en homéostasie. Donc, oui, il faut faire attention à ne pas aller sur des mots du genre interdiction de perdre. Non, s'il perd, la vie va continuer, on va suivre. Avançons avec le Cage Warriors. La semaine dernière, il y avait le titre middleweight qui jouait avec Jati Melan, en vétéran d'Ares Fighting Championship, décidément, et malheureusement, Jati s'est incliné pour la première fois de sa carrière par TKO, et il y a eu ce problème de lentille qui a peut-être précipité sa défaite. Toi, je voulais qu'on parle aussi de ça. J'imagine que t'as pas mal de combattants qui ont des lentilles de contact. Est-ce que pour toi, t'as des prérogatives par rapport à ça? Non, je suis pas au courant. Ce que j'aime juste donner comme idée, c'est de se dire que si on a un problème si on va combattre avec un problème de lentille, on ne peut pas à un moment donné dire à l'arbitre, stop, j'ai perdu ma lentille. Sinon, bon, du coup, ça devient facile. Mettez-moi à la place de tous les autres athlètes. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais là, mon combat je vais combattre contre, je sais pas moi, Anderson Silva, et puis si je sens que je suis en danger, je dis que j'ai perdu ma lentille, le combat s'arrête, personne ne va arrêter mon combat, quoi. Enfin, on peut pas fonctionner comme ça. Si tu arrives sur le MMA et que tu es asthmatique, tu dis, bon, les gars, je suis désolé, là, et tout, je n'ai pas pris ma ventoline juste avant de monter, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, du coup, on fait quoi? Ça veut dire que n'importe qui est asthmatique, qui combat, s'il gagne, il ne dit rien. S'il perd, il dit j'ai perdu ma ventoline et puis on arrête le combat, on commence à zéro. Non, je pense que c'est un handicap qui est très gênant, mais sur lequel tu choisis de vivre avec et de combattre avec. Et puis, il y a un champion du monde qui a été champion du monde avec un œil. Enfin, c'est que Bisping, ce n'est pas qu'il a eu l'entier et qu'il voit flou. Bisping, il n'a pas l'œil. Et en gros, il a eu toute une carrière, toute une moitié de carrière avec un œil et puis ça a avancé. Donc, je pense que je compatis à la situation de ce mauvais sang-là qui arrive alors que vous êtes bien et qu'il y a cette lentille qui est perdue et donc il va réduire ton champ visuel et tout. Mais si on focalise dessus, non. On voit bien que, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais le champion des lightweight, comment il s'appelle? Charles Oliveira. Il est salement mieux, quoi. Il ne voit quasiment rien. Enfin, il voit quasiment rien. Il voit des ombres. Encore une fois de plus, je dis pas que ça n'a pas gêné la performance de Jati. Je dis simplement que je ne suis même pas, je pense même pas que Jati lui se soit plaint. Je dis juste que ceux qui se plaignent en disant oh mais l'arbitre il est fou quoi, il a perdu sa lentille. Je pense que le rôle que vous les médias vous avez, c'est d'éduquer ces gens en donnant les règles. Les règles sont celles-là et si on transgresse les règles, du coup ça devient n'importe quoi. Ça veut dire que n'importe qui va boxer et puis va dire mais tiens j'ai perdu ma lentille, c'est pour ça que j'ai pris mon KO ou bien tu sais quoi, j'ai oublié ma ventoline, c'est pour ça que je suis pas bien, ou bien, voilà. On peut pas faire ça. C'est juste dommage. Mm. Et puis l'adversaire de Jati est très, très fort. Oui, non, c'est clair. C'est clair, il y avait, dans le combat, petit à petit, on sentait que ça basculait plutôt du côté adverse. Voilà. Donc ce week-end, Khamzat Chimaev affronte Gilbert Burns pour le plus gros choc de sa carrière, et puis on va savoir finalement de quel bois il est fait. Gilbert Burns, Fernand, a investi pas mal dans la carrière du Brésilien depuis quelques mois maintenant, vous le savez. Pour lui, c'est le plus grand danger pour Kamaru Usman. Fernand, Gilbert Burns, comment peut-il enrayer la hype? Comment peut-il briser Burns?
C'est un problème. Hein. C'est un véritable problème. Euh, euh, il est en état de grâce. Euh, comment dire? Chimaev est vraiment en état de grâce en ce moment. Tout lui réussit. 10-0, il n'a jamais été vaincu. Et il est trop beau aussi, il a belle vie, il se balade, il pense qu'il peut marcher sur l'eau. Il n'y a rien qui est plus fort que la force mentale. Et mentalement, il a l'impression vraiment qu'il peut marcher sur l'eau, la loi de la pesanteur ne fonctionne pas sur lui. Il s'est dit il perd. Et ça, c'est puissant, ça, quand tu as cette sensation-là. Gilbert Burns a déjà eu des doutes. On le sait que mentalement, il peut être fragile, qu'il peut avoir des doutes. On le sait qu'il a été très émotionnel. Il a reconnu avoir été dans l'émotionnel avec le Nightmare, le Nigérien Ousmane Kamara. Mais que va-t-il devenir cette fois-ci, on ne sait pas. L'enjeu est très puissant et j'espère juste que, enfin je n'espère pas, je veux dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait un équilibre à ça, c'est ce qui peut arriver à Khamzat Chimaev de sentir ce qu'il y a comme enjeu. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire qu'il est encore très loin de la ceinture. Mais il n'y a aucun moyen que tu battes Gilbert Burns d'une bonne manière et tu n'as pas la ceinture de l'UFC. C'est clair. Enfin, il y a des noms que tu ne peux pas battre bien et tu n'as pas la ceinture de l'UFC. Tu peux pas venir, tu arraches Gilbert Burns, tu le tabasses en grand pound et il prend des coups, il ne peut rien faire et il perd le combat et le lendemain, Dana White ne dit pas, ok, c'est bon, tu fais la ceinture. Tu peux pas arriver, tu bats Covington par exemple, propre. Tu le bats bien, tu casses la bouche et Dana White n'annonce pas à la fin de la presse-conférence, tu fais la ceinture. Il y a des noms comme ça qui sont des buzzers. Et ça, c'est un gros nom. Donc, l'enjeu, il est quand même fort pour Gilbert Burns. Et sauf que Gilbert Burns a ce truc-là pour Khamzat Chimaev. Parce que, et sauf que Khamzat Chimaev a ce truc-là en ce moment où il vit sa best life avec son nouvel ami Darren Till. Darren Till. Darren Till est en train de l'amener un peu dans les sentiers de la perdition. Oh. C'est un peu... Voilà quoi. Moi, je crains un peu ça. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a été formaté sur un mode de vie de l'Est du Caucase avec beaucoup de pudeur, beaucoup de prudence, beaucoup de concentration. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La religion a ce truc-là d'apporter de la discipline, de l'organisation. Il y a des choses que tu dois faire dans un cadre et tout ça te discipline. Et on sent que dans la vie privée de Khamzat Chimaev en ce moment, c'est un peu la fête. Maintenant, je me méfie de tout ça parce que de la même manière que ceux qui regardent souvent Cyril rigoler beaucoup et blaguer beaucoup et jouer beaucoup et plonger à la piscine, ils peuvent se dire, bah, en fait, Cyril, c'est un rigolo, il fait que ça de sa vie, il s'entraîne pas. Donc, alors que Cyril, il n'y a pas plus concentré au monde, quoi. C'est le mec qui donne toute sa vie à l'entraînement au moment où il y a un camp d'entraînement. Donc, du coup, je me méfie de ce que je ne vois pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. J'ai juste remarqué que soudainement, ils sont pas amis de très longue date, hein. C'est très récent, leur amitié. Ils sont très amis, ils font beaucoup de choses ensemble, du shopping, des courses de voitures, ils enjoyent vraiment la vie au max du max. Et il a ce côté-là, d'ailleurs, vous en avez parlé sur ceux qui ne suivent pas le podcast La Sueur et tout, abonnez-vous puisque vous en avez parlé et je pense qu'il y a Rusty qui disait que il y a un côté où il va croiser finalement, où il a cette vie-là, où il mélange, où il pourrait dépasser dans la hype Conor McGregor parce que il y a Khabib qui avait le côté complètement oriental avec quelque chose de très religieux, de très posé. D'un autre côté, Conor qui avait l'autre côté des sentiers de la perdition où, bon, voilà, il a vendu son âme au diable d'un côté et il fait une grosse hype. Et on disait que Khamzat Chimaev, il avait le milieu des deux. Il pouvait croiser le milieu des deux. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que ça va faire comme effet. Et donc, c'est la première des fois où on aura Khamzat Chimaev qui combat en situation d'extrême
occidental finalement. Il y aura beaucoup d'occident. Il y avait déjà ce côté occidental de la Suède qu'il a, mais là, il a un côté occidental de UK. Et les UK, c'est des vivants, c'est des bons vivants. Donc, je ne sais pas si ça va jouer dessus, mais en tout cas, c'est l'un des middleweight les plus balèzes. Et là, il combat en welterweight. Et donc, on imagine qu'en termes de physique, il va être extrêmement physique par rapport à Burns. Mais le problème, c'est que quand je vois le combat aller dans la longueur, je ne vois pas comment Khamzat Chimaev, dans la longueur, s'il y a quelqu'un qui s'en sort mieux dans la longueur, ça va être Burns parce qu'il peut scramble, parce qu'il peut se relever, parce qu'il peut retourner, parce qu'il peut se soumettre. Même en boxe, attention, Burns a fait de très grands progrès. En tout cas, il est en avance, selon moi, selon ma vision des choses sur la boxe. Mais toujours est-il que les odds me tuent. Tu comprends ça, là? Parce qu'on est à une cote de 5 pour Gilbert Burns. Enfin, comme si c'était finalement lui qui était 15e. C'est ça, c'est effrayant. C'est vraiment déroutant de savoir qu'il y a un mec qui n'a pas encore vécu toutes ces expériences et qui n'a pas tous. C'est que Burns a toutes les cages cochées et celui qui n'a pas les cages cochées est quand même en hype devant lui. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un phénomène aussi, c'est que l'être humain aime bien l'impossible. Et quand on a un jeune comme Khamzat Chimaev qui arrive, qui fait 3 combats en 2 semaines, et qui smèche tout le monde, et qui soulève les gens d'une main et les amène devant Dana White, et les fout au sol et les smèche, bah à force, on commence à tomber amoureux de ce mec-là qui est capable de faire l'impossible. On veut un super-héros. Et il a eu un comportement à l'UFC d'un héros. Et je pense que cette hype-là se transpose sur tout et on a envie de voir qu'il... voilà, je suis très curieux de voir ce combat. Je continue quand même à penser que Burns va gagner. Alright, et comment va-t-il gagner surtout? Je pense que Burns a fait des corrections sur son sol et sa manière de faire le sol. Beaucoup de personnes le lui ont dit. Dont toi? Moi, je le lui ai dit. Je lui ai dit vraiment, je suis persuadé que tu remets le sol, pas le sol de l'ADCC où tu bloques le jeu et tu veux gagner au point. Tu remets un sol hyper agressif, tu crées un problème au lutteur. Si tu ne poses pas de problème au lutteur, du coup, tu deviens comme tous ces strikers qui sont collés sur le cul, puisqu'on sait que naturellement, un grappleur n'est pas un grappleur est moins bon lutteur parce qu'il n'a pas à défendre la lutte. Il t'absorbe, il veut que tu ailles au sol avec lui. Donc, du coup, son niveau de lutte ne monte pas tant que ça. Et aujourd'hui, ce que, par contre, tu devrais faire, c'est de mettre vraiment les gens qui veulent t'amener au sol, les mettre en danger. Et donc, je pense qu'il y a eu ces corrections-là sur sa lutte. Il a une boxe beaucoup plus posée. J'ai suivi son interview face à Luc Thomas et BC et j'ai beaucoup aimé sa prise de conscience de ce qui lui est arrivé face à Ousmane Kamaru. Son analyse de ça était très objective et très claire ce qu'il racontait en disant je sais où j'ai fauté, je sais ce qui s'est passé. J'ai mis beaucoup d'émotions. Il y a des mots que Ousmane m'a dit qui m'ont touché profondément. Je suis arrivé avec cette rage et je le sentais que quand je l'ai touché sur le premier coup, le reste de mes frappes était dirigé par une certaine rage et n'était pas contrôlé ce que je faisais. Je me suis senti me fatiguer de rage tout seul. Ces mots-là venus d'un jeune comme lui, c'est beaucoup de maturité. Et je pense que c'est Chimaev qui pourrait se retrouver à la place de Burns ce week-end. Ok. Bon, bah, en tout cas, affaire à suivre de ce côté-là. Il y a aussi une nouvelle, peut-être que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Kelvin Gastelum ne va pas pouvoir tenir sa place lors de l'UFC 273. Alors, est-ce qu'il y a eu des petites discussions ici et là? Oui, en réalité, on attend juste de pouvoir avoir une date sur comment replacer le prochain combat. Gastelum avait déjà une blessure, je pense. Même avant, on avait eu
un vent d'une rumeur de blessure de Gastelum. Donc, on a été surpris quand le matchmaking a annoncé qu'ils avaient trouvé un nouvel adversaire à Gastelum. Du coup, tout s'est remis en place quand on a appris que Gastelum aussi était blessé. En même temps que Nassoudine Imavov avait un problème de lenteur à la préfecture pour le renouvellement de son passeport, en même temps, on savait que d'un côté, il y avait Gastelum qui avait un problème de blessure. Et puis quand le problème de passeport non arrivé s'est confirmé, on est tombé sur la conclusion. D'ailleurs, le matchmaker de l'UFC m'a dit, je déplace le combat. Sauf que quelques instants après, il m'a envoyé un message en me disant, Gastelum va absolument combattre, je lui ai trouvé un adversaire. Et puis quelques heures après, non, Gastelum finalement ne peut pas combattre. Il est blessé lui aussi à son tour et il jette l'éponge. Et donc, on va rebooker le combat à une date ultérieure. Voilà où on en est concrètement avec la situation de Nassoudine qui, dorénavant, a son passeport et son visa de travail dans son passeport. Ah voilà, très bonne nouvelle. Donc on devrait voir Nassoudine pas très rapidement, mais très bientôt. En tout cas, on l'espère. Bien, et il y a aussi le co-main event, Aljamain Sterling contre Yann. Vous savez tout ce qui s'est passé lors du précédent combat. Depuis, Aljamain Sterling passe son temps à troller, à jouer dans la provocation. Moi, je me dis que provoquer Petr Yan, c'est peut-être pas le meilleur plan de carrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Est-ce que tu te dis, bon, c'est bien, ça fait un petit peu discuter, un petit peu de buzz avant le combat, ou attention quand même? Non, je pense que dans le cas en question, ça reste ridicule. Parce que oui, il y a une faute. Il y a une faute qui n'est pas, c'est pas une faute volontaire, c'est un accident. Faut pas non plus. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne me serais pas moqué de quelqu'un qui est aussi fort. Même si le match a été assez équilibré, de manière claire, on sait quand même que Yann était en train de dominer. Encore une fois de plus, je pense que Sterling a été on l'a ramené au rang de petit combattant et on ne lui donne plus la valeur qu'il devrait avoir à cause de ce truc. Mais cependant, ne vous trompez pas, Sterling est vraiment fort. Je pense que les gens vont être surpris par sa performance qu'il va faire. Je pense qu'au final, c'est Yann qui va Peter qui va gagner. Mais Sterling reste quelqu'un de très dangereux. Le jeu de la communication qu'il est en train de faire, moi je trouve ça ridicule, de forcer le trait, d'insister, de sortir le bouquin pour essayer d'éduquer l'autre en lui disant c'est quoi les règles du MMA. En réalité, ce que les gens reprochent à Sterling, ce n'est pas... Comment j'oublie son prénom? C'est quoi? C'est Yann Sterling? Aljamain Sterling. C'est ça, c'est Aljamain Sterling. Ok. Ce que les gens reprochent à Aljamain Sterling, ce n'est pas le fait qu'il ait menti sur le fait que le coup de genou était illégal et était peut-être puissant. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait un très gros cinéma. Se rouler par terre, demander à son coach de le tenir parce qu'il peut plus marcher, parce qu'il ne voit pas du tout, parce qu'il n'est pas bien. Il en a fait un peu trop. Parce qu'on regarde la télé tous les jours, on voit les gens prendre des coups de genoux, et les coups de genoux, on voit l'effet que ça fait ou ça ne fait pas, ou des KO, tu n'es pas KO, mais on voit pas quelqu'un, le coup de genou ne te rend pas hilar, ça ne te rend pas stupide, ça ne te fait pas rouler et dire des choses qui ne tiennent pas la route, tu vois, c'est pas, un coup de genou, c'est pas une boisson qui te met en mot d'ivresse. Donc, c'est ce qu'on lui reproche. Mais il veut mélanger tout et dire, ben non, moi, la faute n'est pas à moi, la faute, elle est à lui, puisque c'est lui qui était fautif et qui ne connaît pas les règles du MMA. On l'a compris, ça c'est vrai, c'est une faute. Maintenant, si on revient sur la performance forcée en elle-même, je pense que le premier match a été très équilibré. On a vu qu'en termes de volume, Sterling a fait pas mal d'enchaînements, de coups, de beaucoup plus de volume, mais sur les frappes significatives, et ce qui faisait vraiment mal, c'est plutôt Yann. Et donc, je pense que ça va la même configuration. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui va changer. Je pense que c'est à peu près sur la même chose, sauf que du coup, Yann va faire plus attention aux règles et il aura un peu plus envie d'humilier
c'est ce que je pense aussi. Mais est-ce que pour toi, là, on va se projeter un petit peu vers le futur, qui est la plus grande menace à Petr Yan actuellement dans cette catégorie-là? La plus grosse menace Ouais, pour Yann, ouais. c'est chaud quand même. Tu mets TJ Dillashaw? Non. Ok. Bon, bah voilà. Non, non, c'est trop tard. C'est trop tard. TJ, c'est le train d'avant maintenant. C'est TJ et tous les mecs de ce. Non, c'est fini. Parce qu'on a eu le C'est pour ça combat que contre Sandhagen, on a vu ce que ça a donné. Même si c'était serré. Sandhagen, ça pourrait être la personne. Parce que pour le coup, il a encore une marge d'évolution. TJ Dillashaw n'a plus de marge d'évolution. Sandhagen, je pense qu'on n'a encore pas vu le max de Sandhagen et qu'on pourrait voir quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se démarquent dans cette catégorie. Il est spécial, c'est un gros guerrier. Voilà, quoi, c'est un gros guerrier. On dirait qu'il est intouchable. Tu lui sors les meilleurs combos que tu as, il ne bouge pas, il ne bronche pas. Je ne vois pas un gros danger immédiat pour lui, quoi. Un jeune qui arrive, non, peut-être Sandhagen, mais c'est tout. Peut-être la longévité puis le menton qui finira par s'étioler combat après combat. Je sais pas si tu veux qu'on parle du main event, Alexander Volkanovski contre Korean Zombie. Peut-être que toi tu vas pouvoir apporter quelque chose que j'ai pas entendu jusqu'à maintenant, mais pour moi c'est le combat le plus déséquilibré. Et bon, voilà. Oula. Ah, il y a le petit sourire en coin, peut-être qu'on va avoir droit à quelque chose. Non, 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 Ah, ok. non. En gros, tu considères que c'est un mismatch, ça? Bah un peu quand même. Ok. Oui, sur le Ok, papier. bon, ok. Sur le papier, on va pas inventer quelque chose. Il y a rien à inventer, c'est un match assez compliqué. Ouais, on verra bien. Ouais, bah toi ton Mais c'est pronostic fou pour quand même celui-là. que Vas-y. c'est fou quand même que les matchs les plus intéressants soient tout en bas. Plus on monte, et moins c'est intéressant en fait finalement. Mais oui, et justement par rapport à ça, moi, tu te dis pas que l'UFC a peut-être fait une erreur là avec enfin pas une erreur, cette UFC 273 où mine de rien, on avait vu avec Ross dans les chiffres, Burns Shimaev ça écrase absolument tout et en plus c'est en Mais 3 rounds. tu fais quoi? Tu me bats Shimaev au-dessus d'une ceinture? Bah je ferai ça. Parce que je me permets de le rappeler, ils l'ont déjà fait l'UFC. L'UFC l'a déjà fait. C'était lors de Nate Diaz Conor McGregor numéro 1 qui était en main event et juste en dessous, il y avait Misha Tate contre Holly Holm pour la ceinture bantamweight. Ah, c'est moche. Ah, je me souviens même plus de ça, mais c'est moche. Pour toi, c'est quelque Après, chose, c'est impossible à faire ça? Il y a une espèce de règle qui dit que, enfin, rien n'est non, au-dessus il y a d'un une titre. espèce de règle, on respecte tellement le titre qu'on s'est dit que s'il y a un titre, c'est ça qui devient le main event. Et depuis qu'il l'avait fait, ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs. Mm. Au point de, euh, au point de justifier le titre intérimaire des poids lourds pour donner une valeur et le mettre au-dessus de la ceinture de comment elle s'appelle la championne de bantamweight, Oui, c'est Amanda Nunes. Donc, si tu veux, ça me paraît bizarre. Non, je reconnais que Shimaev, Burns, c'est le clou du spectacle. Mais donc toi, tu fais quoi? Imaginons. Il y a tout ça chez Ares. Il y a tout ça chez Ares Fighting Championship. T'aurais fait quoi? Voilà. Maintenant, je vais poser les questions comme ça. Moi, je les rapproche, mais sans inverser. Ça veut dire que, par exemple, sur Ares 5, non, Ares 6, le 20 mai, est-ce qu'on a déjà dit ça? Est-ce que c'est officiel? Je peux pas dire ça ou pas? Je sais même pas si on a déjà communiqué dessus. Je ne Est-ce que sais vous pas. savez, Mais tu peux lâcher une petite bombe, hein? il y a, je vais pas donner les noms, il y a un Polonais qui a un très beau palmarès de 9-2 chez les poids lourds, qui va faire le titre contre Marcel Sichev, parce qu'on pense qu'il est éligible pour le titre, on voit sa performance sportive à la salle et on pense qu'il a largement le titre, de la même manière qu'on a vu Céline faire le titre sur son premier combat
son tout premier combat au TKO aux États-Unis, au Canada. Il avait fait le titre et puis il avait défendu le titre. Ensuite, il était rentré à l'UFC. De la même manière, on a l'impression que Marcel Sichev, aujourd'hui, il a un niveau chez les poids lourds qui lui, malgré son inexpérience, qui lui permet, parce qu'il a déjà été champion du monde en lutte, en junior, ça lui permet d'aller chercher un titre sur Ares. Et donc, du coup, on va le mettre sur le titre contre un Polonais le 20 mai. Sauf qu'en dessous de cette carte, on a des gens qui attirent du monde et qui font plus de bruit et dont le combat intéresse plus que le combat du titre. Je parle là de Jackie Jeanne, par exemple, de Yacine Bouganem, qui a combattu déjà sur Ares et qui a fait un carton plein. Donc, sur Ares 5, ceux qui n'ont pas encore pris le pack, d'ailleurs, qui est en ligne. Normalement, le pack devrait être en ligne aujourd'hui. Le pack avec les 3 événements, l'événement de avril, l'événement de mai, l'événement de juin. On pack. Et en gros, sur ces packs, on a cette carte-là où on met le premier combat, qui est le numéro 1, qui a la ceinture, qui est le titre mondial. Ça va être Marcel Sichev contre un Polonais. Attention, Marcel, maintenant, il représente la France. Il a pris beaucoup d'énergie sur la France. Les Français lui ont rendu beaucoup. D'ailleurs, c'est fou parce que je pense que c'est l'athlète le moins connu sur Ares qui reçoit le plus de propositions de sponsors. Pour vous dire l'intérêt qu'ils portent, les annonceurs portent sur Marcel, mais en tout cas, on a pas reçu pas mal de propositions de personnes qui voulaient activer un sponsoring sur Marcel. Et donc, du coup, Marcel Sichev combattra pour le titre mondial contre un Polonais dont je tairai le nom pour le moment. Et ensuite, on aura des combats très importants qui vont arriver. Donc, voilà, ma réponse est celle-là, que si j'étais à la place de l'UFC, je ferais dans ce temps-là, de me dire que je vais mettre... Après, si les combats sont au même niveau de hype, si il y a 3 ceintures alignées, par exemple, comme sur Ares 7, on aura 3 ceintures alignées. S'il y a 3 ceintures alignées, on va prendre la ceinture qui a le plus de hype pour la classer en main event, ensuite comme main event, ainsi de suite. Mais quand il y a une ceinture en général, la ceinture vient constituer la hiérarchie surtout, normalement. Enfin, c'est encore, je suis de la vieille école. Je ne sais pas si on va changer avec le temps. Non, mais oui, non, mais c'est vrai que sinon on pourrait arriver à une dévalorisation des ceintures, et puis surtout il y a certains combats, par exemple, je prends les 2 de CM Punk à l'UFC, où chaque fois il était sur la main card contre des adversaires, c'est vrai, Mickey Gall et Mike Jackson, qui n'avaient pas un niveau digne, on va dire, de co-main event, mais au regard de son statut, bah, il se retrouvait propulsé sur la carte, donc c'est toujours un équilibre difficile. On va passer aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous posez vos questions et Fernand y répond avec le plus grand plaisir et surtout avec exhaustivité. Alors, question de Louis Cailly Nicolau. Salut Guillaume, bonjour Monsieur Lopez. J'avais une question pour le King. En tant qu'ex-rugbyman, j'imagine que tu as regardé le tournoi des 6 nations. Est-ce que Fabien Galtier, donc sélectionneur de l'équipe du 15 de France, t'inspire notamment autour de la méthodologie de recherche de la performance sportive et notamment avec la mise en place de sa cellule analyse qui utilise notamment les statistiques avancées pour mieux comprendre les clés d'un sport? Merci pour ce que vous faites. Wow. Oui, Fabien Galtier, l'un des rugbymen que j'apprécie le plus. À mon époque, quand je jouais au rugby, il était encore à l'équipe de France. Il était Démis de Médée. Il a été entraîneur national de l'équipe de France, entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, entraîneur de Toulouse, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui gère bien la performance et qui est au taquet dessus. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait un travail incroyable avec l'équipe de France de rugby aujourd'hui, au point où d'ailleurs son contrat a été renouvelé jusqu'à 2027. Il va renouveler, il va être reconduit jusqu'en 2027 par le président, M. Bernard Laporte. J'apprécie sa recherche de la performance, même si j'ai appris que son responsable de performance, je crois, Serge, ouais, c'est ça, non,
Serge, non, c'est Thibaut, un truc comme ça, qui allait quitter les rangs, son bras droit de la performance. Mais il a une vision de la performance assez globale sur ce qui est de l'analyse vidéo. Vous savez que le rugby professionnel est l'un des sports qui a commencé rapidement avec les analyses vidéo et le traitement de la data. En gros, il y avait un essai ou un avant ou une faute. On allait demander, l'arbitre fait ceci là, et on lui donne l'écran, et puis il va visualiser avec des juges et il décide ce qui est donné. Aujourd'hui, Fabien Cassier a une très grosse compréhension de l'importance de ce qu'on appelle la big data, le traitement, enfin la récolte d'infos et le traitement. En ce moment, je suis en plein dedans puisque je suis actuellement en formation. Je suis un master 2 en méthodologie de la performance pour tout ce qui est pour méthodologie et ingénierie de la performance et l'expertise. Donc du coup, le cœur de notre travail dessus, sur tout le contenu du master, c'est sur les nouvelles technologies et sur la collection de la data. Ça a beaucoup d'avantages et eux, ils l'ont compris le rugby. Déjà parce que le rugby est un sport qui a compris que pour que le sport vive, il faut qu'il soit transmissible à la télévision et qu'il soit potentiellement facilement transmis à la télévision. Et donc, du coup, pour qu'il soit transmis à la télévision de la bonne manière, il faut que ceux qui vont commenter les images puissent avoir de la data. La data, c'est la vitesse de la balle, à quel moment, combien d'en avant il y a eu, combien de plaquages il y a eu, quelle intensité, la force qu'on peut donner. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Aujourd'hui, je suis à Rest, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. On travaille sur la data pour arriver à mettre dans nos gants des accéléromètres et des gyromètres qui vont donner la direction du coup, donc donner la forme du coup, on peut dire le nombre d'hypercutes, le nombre de coups. Un hypercute, c'est une frappe qui est plutôt oblique, alors qu'un crochet, c'est une frappe qui est plutôt circulaire, et on va avoir le direct qui est plutôt une frappe rectiligne. Si on a un gyro, il nous permet de nous donner la situation et la direction de la frappe dans le temps et dans l'espace. En plus, on ajoute la vitesse, on ajoute éventuellement la force dessus. Et donc, du coup, on travaille dessus pour voir ce qui est possible de faire. Qu'on puisse en temps réel donner des statistiques. Imaginez, vous regardez un RS et vous avez très rapidement les données de ça en disant bah, la frappe que vient d'envoyer Taylor Lapillus sur M. Desmartés ou le contraire est une frappe qui va à une vitesse de 60 km/h. Ça permet d'avoir un comparatif, ça permet d'avoir une vision de la chose et puis concrètement quantifier ce qu'on appelle un knockout power ou pas. Et on pourrait faire une corrélation entre la distance, comment dire, la puissance de la frappe ou la vitesse de la frappe avec le nombre de KO que ça met éventuellement. Voilà un peu le rôle de ce qu'on appelle la big data, de collectionner un maximum. Et le rugby, avec Fabien Gassier, utilise beaucoup ça par le biais d'une boîte qui s'appelle Octo. En gros, Octo, c'est la boîte qui gère les datas du rugby et tout. Et moi, j'y m'intéresse beaucoup. Parce que même quand on est dans des petits clubs et qu'on n'a pas les moyens de s'offrir de la grosse data et de la grosse collection de data, la data, ce sont juste des êtres humains qui vont aller prendre des informations diverses, qui vont collectionner, qui vont mettre dans une espèce d'algorithme. Et l'algorithme va pouvoir sélectionner et prédire l'avenir. Et pouvoir dire, écoute, Guillaume, sur le 15 de France de ce week-end, on va te mettre sur les bancs parce qu'on a l'impression que vu ce qu'on a lu comme data de la semaine, tu es peut-être en surfatigue, tu es peut-être en mauvais mood et tout, et tu pourrais être contagieux pour les autres en portant la négativité. On va juste te laisser sur le banc parce qu'on sent que vu la data et vu les informations qu'on a aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que ta variabilité cardiaque te met à une situation où tu es en surfatigue ou n'importe quoi. Voilà un peu ce qu'on sait. Et je suis beaucoup Fabien Gassier sur ses conférences et tout ce qu'il fait et j'apprécie beaucoup ça. Ce côté où le gars a été un vrai joueur sur le terrain. Il a été sur le terrain. Aujourd'hui, il est au cœur de la performance sportive et il guide sa direction sportive, sa direction de la performance avec beaucoup de précision sur ce qui est de la data et de la collecte des informations. Et ben voilà, pourquoi pas bientôt un crossover Fernand Lopez-Fabien Galtier. Affaire à suivre. Deuxième question de Brice Denis. Bonjour Fernand et Guillaume, pensez-vous qu'il est possible qu'à l'UFC un syndicat des combattants soit créé
comme en NBA pour le droit des combattants, pour les salaires, etc. J'adore votre travail, Fernand. Merci pour tout. Alors, oui, cela fait écho, bien évidemment, aux différentes informations de salaire qui sont sorties. On pense notamment à Paddy Pimblett, 12 000 plus 12 000. On pense à Askarov et ses 26 000 qu'il a récupéré après sa défaite de l'UFC Columbus, puisqu'il était à 26 000 plus 26 000. On avait déjà parlé avec Fernand il y a quelques mois. Il y a aussi une organisation qui est dans les tuyaux, qui se veut être avec différentes ligues réparties par continent au sein de la planète, avec une rémunération qui soit équilibrée sur les combattants, mais vous l'avez suivi, si vous suivez King Energy depuis le début, vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Fernand travaille aussi à avoir un système de rémunération à Arès où il y a des bulletins de paie pour les combattants, mais là aussi, ça prend du temps. Donc là, la grosse question du syndicat, comme aux États-Unis, vous savez, NBA, NFL, MLB, à chaque fois, il y a une répartition 50-50 entre les athlètes et l'organisation. Et en gros, là, aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire pourquoi pas avoir la même chose à l'UFC, avec 50% vers les combattants, 50% vers l'organisation. Fernand, est-ce utopique? Non, c'est pas utopique. De toute façon, c'est le seul truc qui aurait sens. C'est simple, hein. Continuer à avoir des individualités qui s'élèvent et qui demandent des augmentations de salaire n'est pas relevant, n'a pas d'importance. Parce que c'est toujours la grosse masse qui est l'UFC qui va avoir face à face avec un athlète. Et ça ne change rien. Ça ne change pas la donne. Ça ne pèse pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas un Conor McGregor, il y aura un autre Conor McGregor. S'il n'y a pas un Francis Ngannou, on va mettre un autre Francis Ngannou. Si c'est pas Cyril, on va mettre quelqu'un d'autre. Si c'est pas Pimblett, on mettra quelqu'un d'autre. Avant Pimblett, on parlait tous les jours. Tout le temps, on nous a bassiné avec le seul gars qui avait battu Conor McGregor, qui s'appelait Duffy. Et Duffy, Joe Duffy, on en a parlé beaucoup, et puis finalement, on en parle, puis l'UFC continue à vivre. L'UFC, avant, c'était Conor McGregor. On en parlait, et puis on ne parle pas de Conor McGregor, mais l'UFC vit. L'UFC, avec des individualités, n'a aucun problème. Le seul truc qui serait possible, c'est de créer ce qu'on a appelé à l'époque Ali Act. Ce truc-là, qui a été où il y a un certain nombre de personnes qui ont essayé en justice pour demander à la justice de se mêler à un problème qui était une affaire de promoteurs sportifs. Là, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un collectif de personnes, donc un syndicat qui s'est créé, un certain nombre de combattants et qui vont essayer en justice et que la justice puisse demander à un procureur de saisir ce problème, de le traiter et de voir s'il y a une injustice et il y a une exploitation. Ça, c'est quand je parle du côté de oui, il faut que les salaires soient mieux répartis. Je suis complètement d'accord. Cependant, il est important d'approcher la nuance que les modèles business sont complètement différents. Quand vous avez un modèle business qui est de la promotion sportive, vous êtes obligé de réinvestir pour promouvoir le sport. Et dans l'idée de réinvestir pour promouvoir le sport, vous ne pouvez pas vous enflammer à faire les mêmes dépenses que quelqu'un qui fait du cash-out. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un événement se crée autour d'un frère Paul Logan avec Thriller, on dit qu'il a touché un demi-million, il a touché 5 millions, il a touché 20 millions, ce que vous voulez, mais c'est du pur cash-out. C'est une société qui est venue, qui s'est positionnée, qui a fait un bénéfice, qui a remboursé les dépenses et qui a partagé les bénéfices et il n'y aura rien le lendemain. Ensuite, le jour où ils veulent créer un événement, ils reviennent à zéro. Ils ont déposé le bilan. Quand ils terminent l'événement, quand on a fini de payer chacun des parties pris, ils rentrent chez eux et il n'y a pas une promotion sportive. L'UFC, c'est pas ça. L'UFC vient tous les week-ends vous donner un événement. Pendant qu'ils vous donnent un événement, ils sont déjà à 7 événements d'avance. Ils sont déjà en train de promouvoir et de payer d'autres choses à l'avance. Ils sont déjà en train de préparer d'autres vidéos pour d'autres événements. C'est une promotion. C'est ça la différence entre une promotion. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Si on faisait un cash-out à chaque fois et qu'on repartissait les sous de 50% complètement aux athlètes, aux 2 meilleurs athlètes de la soirée, l'UFC n'aurait pas les moyens de relancer la machine le week-end d'après, le week-end d'après, le week-end d'après, ainsi de suite. C'est ça une promotion sportive. Donc,
Ce sont ces détails-là qui sont à comprendre. C'est que le modèle de la NBA il est différent, le modèle de la NFL est différent, le niveau de sponsor est différent, la vision voilà, le show de la NBA a une saison, le show de la NFL ou ce que tu veux a une saison. Le MMA n'a pas de saison. Ce sont des combats continus non-stop sur lesquels il faut réinvestir à chaque fois. Il est important de mettre ça de côté pour que les gens comprennent que ce n'est pas OK, il y a beaucoup de marge que se fait l'UFC et qui pourrait rétribuer aux combattants, mais ce n'est pas exactement comme ça. Par exemple, on prend le cas de Pimblet. Mais les gens ne parlent de Pimblet que parce que on est en Angleterre. Le même Pimblet, quand on est à Vegas, quand il arrive, personne n'est au courant de son arrivée à Vegas parce que les gens ne le connaissaient pas jusque-là. C'est la télévision de l'UFC, c'est l'investissement que l'UFC a mis sur les athlètes et la télévision de l'UFC Fight Pass notamment, qui ont fait connaître Pimblet depuis le Cage Warrior. Faut bien comprendre ça, que il y a aussi un très gros investissement de la machine. Ce que je vous dis, c'est que vous prenez un gars comme Conor McGregor, il est à l'UFC, il fait 2,4 millions de pay-per-view. Vous prenez le même Conor McGregor à son prime, vous l'amenez sur Ares. Je pense qu'il fait même pas 1 million de pay-per-view. Parce que la machine d'Ares n'a pas la même visibilité que peut apporter l'UFC. Et il faut tenir ça en compte. Il faut bien comprendre ça que le nom de Conor McGregor dans le monde de la boxe anglaise n'a pas de signification. C'est que Conor McGregor en Angleterre, en Irlande, il n'a même pas le droit de boxer. Si je veux faire un combat de pro de boxe, il doit passer tous les combats amateurs. En France, par exemple, il devrait passer ce qu'on appelle les premiers rounds, quoi, les premiers combats de boxe anglaise en amateur avant d'accéder au pro. Mais il consécute tout ça parce qu'il est double champ d'une organisation qui a 3 lettres qui s'appelle UFC. Donc ça, c'est à tenir en compte et c'est dire que dans le cas de Pimblet, si l'UFC continue à mal le payer après ce qu'il a fait comme performance à l'O2 Arena en Angleterre, là, il y a un problème. Mais il faut comprendre qu'avant ça, il était au même rang que Fares Siam. Pourquoi on ne pleure pas que Fares Siam soit mal payé et qu'on pleure que lui soit mal payé? Parce qu'on vient de découvrir que il a fait lever tout le O2 Arena. Et donc, on se dit, il mérite quelque chose. Ça se trouve, si Fares Siam vient combattre en France, Fares Siam, lors de l'UFC, le prochain UFC, il soulève toute la poule en France. Mais vous voyez bien sur Ares, quand vous êtes sur Ares, vous voyez bien que les plus jeunes, je prends la jeune là qui va revenir combattre bientôt sur le mois de mai, Tekena, elle a mis son KO, bah, il y a tout le monde qui était debout. Il y avait 3000 personnes debout sur au Dôme de Paris. Donc, tout le monde peut soulever des foules, pas à la même dimension que Pimblet, mais ce que je vais dire, est-ce que vous ne comprenez pas que son contrat était déjà signé? C'est une affaire de contrat. Au moment où il signe le contrat, son contrat est déjà fait. Le contrat dit que tu prends 12 plus 12. Il le sait pourquoi il signe. Pourquoi il y va alors? Tu signes un contrat, tu valides un contrat, les contrats sont faits pour être tenus. Mais non, l'UFC donne l'ouverture à n'importe qui de venir de discuter au bout de 2 combats. Cyril Gann a signé à l'UFC pour 14 000 plus 14 000 premier combat. Deuxième combat, 16 000 plus 16 000. Ensuite, on monte de 2000, 2000. Au bout du deuxième combat, j'appelle le matchmaker, je lui dis, on fait quoi? Je pense que le gars, il vous a prouvé qu'il tenait la route et qu'il était bon. Déjà, au niveau de la négociation, c'était chaud, puisque les gens signent plus 10 plus 10. L'offre que j'ai, c'est 10 plus 10. Je dis, mais non, c'est égal, il est particulier. Est-ce qu'on peut le signer pour un peu plus? Il me dit, tu penses à quoi? Je lui dis 20 plus 20. Il me dit, mais non, tu rigoles. 20 plus 20, non, c'est trop, je peux pas. Je vais d'abord commencer avec 12 plus 12. Je lui dis, bon, on la prend en 2, 14 plus 14. On s'arrête à 14 plus 14. On monte à 16 plus 16. Quand Cyril fait un beau show, je reviens vers lui, il me dit, OK, c'est bon, on peut démarrer à plus, on peut monter à 40 plus 40. Et ensuite, au bout d'un autre combat, je rappelle encore, je dis,
Je pense que là, il a encore fait une belle performance. Il y a moyen de renégocier quelque chose. Donc, il y a cette ouverture de négociation qui, en ce moment, connaissant l'UFC et Dana White, je pense qu'aujourd'hui, Pimblet doit avoir un très beau contrat sur son matériel à l'heure où on parle. Ce n'est plus les 12 dont vous parlez. Ça, c'est sûr qu'on lui a fait une proposition. Mais ce que je dis juste, c'est que quand tu signes un contrat, ne change pas la règle du contrat entre-temps. Ça veut dire que tu vas négocier, mais c'est une négociation où c'est l'organisation et toi qui devez tomber d'accord. Il faut que l'organisation trouve son bonheur, c'est-à-dire qu'ils puissent se rembourser de ce qu'ils vont faire comme bombe à ton salaire avec les performances que tu fais. Ça veut dire que toi, vous aurez un problème de valorisation. Toi, ta valeur, tu vas la mettre à dire, moi, je vaux 100 000 plus 100 000 maintenant. Ils vont te dire, non, si on met 100 000 plus 100 000, vu ce que tu fais comme entrée des pay-per-view, nous, on ne rentre pas dans notre game. On a besoin que tu attendes déjà que tu restes à 30 000 plus 100 000. Si tu montes bien, on va pouvoir élever le truc. C'est juste une affaire de négociation après. C'est pour ça que je dis, c'est bien de clouer l'UFC à son pilori et de lui faire mal et tout, mais il faut tenir compte de tout et connaître tous les paramètres de l'enjeu. Ce n'est pas le même modèle de business avec les autres organisations. Ce n'est pas la même chose. Tu viens signer, c'est à l'entrée que tu dois dire non si tu ne veux pas. Mais si je viens signer avec toi, je valide un contrat, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le changement, j'ai un contrat qui me lie déjà. Ensuite, je peux négocier et dire, écoute, tu peux faire le con et garder le contrat sans le bouger, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi et je vais me casser. Ou alors, tu peux m'aider puisque je te fais rentrer beaucoup d'argent, tu peux m'aider à gagner un peu plus et je continue à faire mon rôle et je te fais gagner un peu plus d'argent. C'est juste une affaire de négociation après. Et voilà, vous avez toutes les informations désormais pour la suite ou pas de l'UFC avec un éventuel syndicat des combattants. Fernand, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. La semaine prochaine sera particulièrement chargée avec tout ce qui va se passer ce week-end. L'UFC 273, l'ultime preview d'Ares 5. Voilà, vivement la semaine prochaine. Yes, merci beaucoup, merci de suivre. Comme d'habitude, je vous demande un soutien sur le compte de la sueur avec des likes, des abonnés, des machins. On est toujours en train d'aller chercher le million. Et puis, d'un autre côté, je vous dis de checker sur les réseaux sociaux. Il y a une offre exceptionnelle sur l'abonnement pour les 3 prochains événements Ares, avec des cartes d'un niveau vraiment très élevé. Ares 5, le 16 avril. Ares 6, le 20 mai. Ares 7, le 25 juin. C'est le moment de prendre l'abonnement tout de suite avant que ça ne change. Voilà, vous savez tout.